Bienvenue dans le Club des Gemmes, le podcast dans lequel les passionnés de gemmes se retrouvent. Je suis Benoît Riès, gémologue. Je vous invite à prendre un temps pour vous, rien que pour vous, autour de ces petites merveilles, fragments de notre planète Terre. Au fil des épisodes, je vais rencontrer et donner la parole à des personnes d'horizons différents. Ils utilisent les pierres, les étudient, les observent, les transforment, les collectionnent. Tout un univers s'ouvre à nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Mélène Bousquet-Galibert. Après un début de carrière en tant qu'ingénieur mécanique dans de grands groupes automobiles, tout s'arrête pour laisser place à une brillante reconversion et rejoindre l'artisanat d'art en bijouterie. Mais je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir ce nouvel épisode en compagnie de Mélène. Bonjour Mélène. Bonjour Benoît. Bienvenue au Club des Gemmes dans le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour commencer ? Alors moi je suis fille d'artisan d'art. Mes parents, ma mère était maroquinière et mon père était tisserand couturier. Et j'ai grandi dans un milieu en fait avec beaucoup de gens très créatifs, beaucoup de festivals, beaucoup de choses comme ça. Mais j'ai quand même décidé de faire une formation scientifique. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur mécanique parce que à l'époque, en fait, les maths c'était quand même ce qui était le plus sûr, ce qui était la voie royale pour s'assurer un métier qui permettait de gagner des sous et puis surtout de pas s'inquiéter pour le lendemain, quoi. C'était pas tellement l'idée de faire fortune, mais c'était vraiment avoir un métier pérenne, être tranquille. Et donc je me suis retrouvée là-dedans. J'ai beaucoup voyagé. J'ai un diplôme aussi. En plus de ce diplôme d'ingénieur mécanique, j'ai un master en sécurité routière que j'ai passé aux États-Unis. Et donc, quand je suis revenue en France, après le master, j'ai travaillé dans ce milieu-là. Donc, j'ai travaillé dans le milieu de l'automobile pendant une dizaine d'années. J'ai aussi travaillé dans le BTP. Enfin, voilà, j'ai bougé. Je suis devenue chef de projet. Oui. Sur un et puis en fait ce milieu était très très prenant, très dur aussi, surtout en tant que femme, c'était pas simple, et puis surtout c'était des horaires à rallonge, une grosse charge parce qu'en tant que chef de projet il fallait quand même gérer beaucoup de soucis. Donc j'aimais quand même beaucoup mon travail, mais j'arrivais plus à tout faire en fait. J'ai eu des enfants, elles étaient petites, 2 filles. Et en fait, elles avaient besoin de moi et j'arrivais pas à faire autant que je voudrais, que je voulais, tout ce que je voulais faire. Et j'ai donc décidé de changer de carrière puisque j'avais d'autres envies. On a tous, je pense, envie de plein de choses différentes dans la vie et c'est là où j'ai décidé de devenir artisan moi aussi comme mes parents. Et en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je veux faire comme mes parents, un de leurs métiers, ou est-ce que je fais autre chose ? Et je me suis rendu compte que moi, ce qui me fascinait vraiment réellement, c'était les bijoux et plus particulièrement les bijoux avec des pierres, en fait. Et que ce que je voulais, c'était faire des bijoux en métal et sertir des pierres. C'était vraiment le truc qui me faisait triper. Ouais, c'est chouette. Dis donc qu'il y a vraiment plein d'expériences. Enfin, t'as vraiment eu pas mal de bagages au niveau professionnel. Et moi, je me demande vraiment comment ça s'est passé cette transition en fait entre le métier d'ingénieur mécanique et puis la bijouterie. Il y a eu comme ce déclic, tu en parles, mais voilà, est-ce que ça a été une transition ? T'as gardé ton métier d'ingénieur et puis tu faisais en même temps un petit peu de bijoux, ou t'as du jour au lendemain décidé, j'arrête le métier et puis d'ingénieur et je me lance comme ça dans la bijouterie ? Non, en fait, moi, j'ai arrêté complètement mon métier d'ingénieur et j'ai passé plusieurs années à préparer en fait cette reconversion. Je vis à la campagne, donc en Normandie, dans un lieu un peu reclus. Je suis à un peu plus de 2 heures de Paris, mais comme c'est les petites routes, c'est pas non plus un accès direct vers la capitale. Et en fait, mon conjoint fait le même métier que moi. On a les mêmes diplômes, on s'est rencontrés pendant nos études d'ailleurs, et donc ça a été compliqué de trouver des métiers
enfin 2 emplois, pas très loin. Ma dernière expérience, en fait, je suis partie loin de chez moi. Je suis partie, j'avais 2 heures de route, donc je rentrais le mercredi et les week-ends chez moi, alors que mes filles avaient 3 et 5 ans. Et en fait, le poste a pas perduré. Ils ont plus besoin de moi, donc mon poste s'est arrêté. Et donc c'était compliqué de retrouver un travail dans ce milieu-là, pas très loin du travail de mon conjoint. On voulait pas prendre le risque de déménager et que lui ait besoin de retrouver un travail aussi, de se retrouver tous les deux avec un nouvel emploi. Et j'ai eu envie de faire cette reconversion. Donc, je l'ai préparée avec ce qu'on appelle la BGE, la boutique de gestion d'entreprise. J'ai eu plein de formations en termes de communication, donc fabrication du logo, de la charte graphique. J'ai eu des formations aussi pour tout ce qui est comptabilité. Et donc, ça a été une vraie formation de fond qui était vraiment intéressante, qu'on peut faire aussi avec la CMA ou par exemple le Pôle emploi. Donc, moi, j'ai vraiment pris mon temps. Au début, j'ai pas trop su comment démarrer le métal. Donc, je me suis aussi orientée vers d'autres matériaux, comme la pâte polymère en autodidacte. Et puis, pour le métal, c'est pareil. Je me suis retrouvée confrontée à cette difficulté d'être loin de la capitale. Donc, il y a très, très peu de formations en métal. Il y en a à peu près 13 en France, sur tout le territoire. Et donc, ça a nécessité que je parte à nouveau à 2 heures de route de chez moi. Mes filles étaient encore petites et donc, pour moi, c'était pas possible. Donc, ça avait été assez compliqué pour elles, même si les enfants sont très résilients. Ça a quand même été ça les a beaucoup bousculés, quoi. Et j'avais pas envie de leur imposer ça une seconde fois. Et donc j'ai pris la décision donc de préparer ça en autodidacte. J'ai trouvé des formations de fil en aiguille. J'ai préparé mon immatriculation d'un côté. J'ai commencé avec beaucoup de pâte polymère et puis j'ai aussi réussi à commencer le métal grâce à une petite formation au Greta. Et ensuite une formation en ligne qui me convenait bien parce que moi je suis quelqu'un de très scolaire. Donc, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde de se lancer tout seul chez soi en regardant des vidéos, mais voilà, moi c'était facile. Ça a été quelque chose de cohérent pour moi. Et en fait, après coup, je me suis rendu compte que autant ma formation d'ingénieur mécanique pour travailler le métal, c'était quelque chose de très cohérent en fait. Ça avait un côté presque logique de me retrouver à travailler le métal. Et mon expérience de chef de projet m'a aussi beaucoup aidé pour diriger mon entreprise tout simplement, quoi. Ouais, justement, c'était un peu ce que je voulais te demander parce que je sais qu'on est nombreux en reconversion et puis je me demandais quels aspects, donc là t'as été un petit peu entre guillemets mis au pied du mur, t'as eu cette reconversion professionnelle que t'as choisie, mais voilà, à un moment donné dans ta carrière et je me demandais un peu, quels aspects de cette formation initiale, parce que ça peut paraître complètement à l'opposé, quoi, entre ingénieur mécanique et puis bijoutière. Voilà, quels sont les aspects que tu utilises maintenant dans ce nouveau métier, que tu arrives à exploiter, on va dire, ou que tu arrives tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. C'est ce que je te disais. Et effectivement, c'est vrai que ce métier de bijoutier, j'ai eu envie d'y aller vraiment pour me faire plaisir. Ça a vraiment été mon questionnement. Mon métier d'avant, je l'ai fait parce que j'aimais ça, mais il m'a plu. J'ai aimé ce que j'ai fait, mais j'y suis allée de fil en aiguille parce que c'était les matières où je m'en sortais bien, les endroits où j'étais douée, et donc j'ai suivi mes bonnes notes en fait scolaires. Si tu vois ce que je veux dire. Complètement. Voilà. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour moi, pour me faire plaisir, un truc qui me donne envie de me lever le matin. Et en fait, je me rends compte que même s'il y a des choses qui se sont faites inconsciemment, le lien entre mon premier et mon second métier, il se fait tout à fait. Et donc, j'ai quand même fait des choses que j'aimais dans ma vie. Enfin, même la première partie de mon travail, même si c'était un milieu qui était dur, qui était très compétitif, ça restait quand même des choses que j'ai aimées. Enfin, je veux dire, au niveau des matières que j'ai étudiées, etc., c'était des choses dans lesquelles je me faisais effectivement. Et donc, effectivement, ça m'a quand même... Le fait de travailler dans des entreprises à un certain niveau, parce que j'ai quand même travaillé dans des grands groupes automobiles. J'ai travaillé chez Peugeot, chez Renault, chez Autoliv, chez Forcia.
Effectivement, ça m'a quand même donné des méthodes de travail qui sont très effectives et pour tout ce qui est administratif, ce qui est paperasse, ça me sert parce que ça nécessite de la rigueur, de l'organisation. Et puis moi, je vends beaucoup sur les salons et en fait, j'organise des salons de métiers d'art moi-même. Donc là, mon poste de chef de projet, il est tout à fait en cohérence en fait avec cette concept-là. Ça c'est sûr. Ouais, on va y venir. J'avais une petite question après à propos de ça. Donc ouais, c'est vrai que t'as réussi à voir tout ce que t'as appris et puis à le mettre en pratique vraiment dans un autre contexte, d'un autre contexte. Et donc c'est une bonne transition pour moi par rapport à passer à l'univers un petit peu donc de ta marque, de ton entreprise, me dire donc là c'est vraiment le métal, tu viens d'une famille d'artisans et ça se sent en voyant ton profil et comment tu communiques que vraiment il y a une notion d'envie de faire le travail bien, du travail bien fait, du travail fait avec précision et conscience. Et je vois aussi qu'il y a un aspect qui est intéressant, c'est qu'il est souvent empreint d'histoire. Donc en fait on dirait qu'il y a vraiment t'as un rapport particulier avec l'histoire ou avec des périodes historiques. Et j'aimerais savoir si tu pouvais me dire un petit peu, ou tu pouvais me parler un petit peu, parce que je connais pas très bien, moi je suis pas très calé en histoire, de voir s'il y a une période historique particulière dans laquelle tu t'es plongé quand tu fais les bijoux. Je pense un peu. Alors en fait, parmi tout ça, si tu veux, il y a plusieurs aspects quand même. C'est que mon père, à la base, il a une licence d'histoire, il voulait être prof d'histoire. Ma mère a une licence d'anglais, donc mes parents ont fait des études, mais en fait, pareil, ils se sont dit, les études c'est sympa, on a passé des belles années, on a appris plein de choses, mais en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est de l'artisanat. Donc voilà, mes parents sont partis faire de l'artisanat comme ça. Et donc voilà, mon père est quand même prof d'histoire dans l'âme, et donc effectivement, ça fait partie quand même des choses à la maison. Il y a toujours eu beaucoup d'explications, beaucoup de cohérence dans nos apprentissages, et puis après, je pense que ma façon de fonctionner, elle vient aussi de ce fait que j'ai un fonctionnement très scientifique, donc j'ai besoin de cohérence, j'ai besoin d'explication dans plein de choses, donc j'aime ça en fait. J'aime bien revenir en arrière, savoir d'où viennent les choses, d'avoir une explication sur le comment, le pourquoi, comment les choses ont été inventées, pourquoi elles étaient utilisées, tu vois, ce genre de choses. Et donc effectivement, dans les produits que je propose, entre autres, il y a les fibules. Oui. Et donc les fibules, ce sont c'est l'ancêtre de l'épingle à nourrice. Donc ce sont des attaches qui permettent de fermer les vêtements. Donc c'est un objet qui permet d'avoir l'esthétique de la broche mais qui permet quand même vraiment de remplacer un bouton sans avoir besoin d'une boutonnière, quoi. Et moi, je me suis arrêtée sur la fibule pénondulaire parce que c'était la fibule utilisée à l'Antiquité, c'était la fibule des Vikings. Et donc, c'est vrai aussi que, comme je suis normande d'adoption, voilà, ça me faisait vraiment plaisir de travailler sur les produits vikings, l'histoire du département, et puis aussi tout simplement parce que j'aime la forme, j'aime les motifs, donc c'est un peu tout ça qui m'a attirée. Je sais, voilà. Est-ce que ça répond à la question ou Ouais, complètement. En fait, je me demandais justement d'où t'étais venue cette envie de créer des bijoux. Moi, je trouvais un peu hors du temps. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens quand je vois ce que tu proposes. Et là, ça explique complètement. C'est sûr que voilà, d'avoir un père qui était dans l'histoire, enfin qui a fait une licence d'histoire, ça explique beaucoup de ce qu'on ressent quand tu fais tes créations, quand tu les proposes. C'est un chouette mélange de tout ça. Et j'avais une petite question concernant les créations, justement, pour aller plus précisément. Tu parlais de la fibule. Et est-ce que tu pourrais me décrire ou nous décrire aux personnes, aux auditeurs, une création dont tu es vraiment fière, la plus fière, on va dire, qui t'a particulièrement fait plaisir à créer, sans que ce soit forcément lié à de la fierté?
Si, enfin, si, il y a quand même une certaine fierté qui se dégage quand on fait des pièces qui sont vraiment jolies et puis moi ce que j'aime aussi c'est le défi technique. Ouais. Je pense que là c'est mon côté ingénieur qui ressort. Moi c'est vraiment ça qui me fait briller les yeux quoi. Et en fait alors j'aime bien les fibules j'ai fait des fibules qui étaient relativement simples dans leur conception. Et puis j'ai fait des fibules qui étaient beaucoup plus décorées. Donc c'est très comment dire. Je sais que tout le monde va pas forcément être attiré par ces objets-là, mais c'est vrai que c'est l'envie de se dépasser, c'est l'envie d'avoir un projet qui est pas forcément facile à réaliser, à mettre en œuvre parce qu'il va y avoir un certain nombre de soudures à faire par exemple. Donc la difficulté c'est de faire les dernières soudures sans défaire les premières, sans tout faire fondre aussi, parce que quand on a du métal qui est très fin, le risque c'est que tout s'effondre et que tout se mette en boule en fait. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont vraiment excitantes en fait dans le travail. Et un des projets sur lesquels j'ai vraiment travaillé, c'était lors d'une formation l'année dernière. Donc j'ai fait une formation de 6 mois. Qui était une formation de design en fait, donc vraiment de conception de produits. Et en fait, j'ai été obligée de prendre 2 semaines, d'arrêter ma production et de prendre 2 semaines pour travailler uniquement sur ce projet, parce qu'il fallait qu'on présente une pièce à la fin des 6 mois. Ça s'est fait pendant les Journées du patrimoine. Et c'est vrai qu'en fait, cette pause dans ma production, je l'aurais pas forcément faite si ça avait pas été pour la formation. Et ça m'a permis de faire un projet vraiment très très poussé, très abouti, pareil très très complexe techniquement, avec un certain nombre de soudures simultanées. Et effectivement, c'est celui qui me fascine le plus jusqu'à présent. Donc c'est un projet que j'ai appelé Satellite. Et donc en fait, il y a la pièce centrale qui tourne sur elle-même, qui est faite de plein de petites ailettes que j'ai dû souder sur une plaque tout en même temps. Ce sont des ailettes qui sont toutes désaxées et donc cette pièce tourne sur un axe central et autour il y a des petits fils de métal sur lesquels sont placées des petites perles en pierre, et ces perles en fait tournent sur elles-mêmes et ces axes tournent autour de l'axe central en fait. Voilà, Wow. Donc c'est un objet qui est vraiment animé et donc je suis assez contente de la conception, de l'idée. Je suis assez contente de ce que j'ai réalisé manuellement, mais après, bon, c'est vrai que pour moi, ça reste un prototype. Il n'est pas encore assez abouti, donc je pense que je vais reprendre du temps pour travailler dessus. Et j'aimerais bien pouvoir après le commercialiser, enfin le proposer en fait dans les produits que je réalise, quoi. C'est passionnant. Enfin, ça donne. J'ai pas vu encore ce bijou et on le partagera dans la description de l'épisode si tu veux bien, pour qu'on se rende plus compte à quoi ça ressemble. Ça a l'air vraiment un tour de force, en tout cas technique et conception aussi au niveau de la conception. Bon, c'est chouette. Ça fait rêver. En tout cas, ça fait vraiment rêver. J'ai vu aussi sur ta présentation que tu avais plusieurs reconnaissances professionnelles d'artisans d'art et pépites de l'artisanat. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu davantage? Est-ce que c'est lié à cette création justement ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose en fait. J'ai présenté des concours auprès de la CMA, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc auprès de laquelle je suis inscrite en tant qu'artisan. Et en fait, j'ai gagné les pépites de l'artisanat en 2020. Et puis j'ai été j'ai eu les trophées de l'artisanat en 2022 aussi, l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment tout simplement des concours. Donc j'ai présenté des dossiers. Et après, j'ai aussi le label d'artisan d'art que j'ai demandé. Alors il y a des conditions à remplir. Il faut avoir soit un CAP, donc moi je n'ai pas, puisque j'ai pris cette décision de me former en autodidacte, et dans ces cas-là, il faut avoir 3 ans d'ancienneté dans son métier. Donc ça faisait 3 ans que j'étais immatriculée. Donc là, j'ai fait la demande. Pareil, j'ai déposé un dossier qui passe en commission et qui ensuite va être validé ou pas. Voilà. Donc j'ai aussi. Donc maintenant, je suis artisan puisque c'est pareil, ça fait 3 ans.
Donc, je suis aussi reconnue comme artisan d'art et la distinction suivante, en fait, après, c'est maître artisan. Mais là, c'est beaucoup plus complexe puisque c'est 10 ans d'expertise et 10 ans de travail, 10 ans de métier. Et il faut aussi former des jeunes. Ah oui, oui. Donc là, c'est encore le niveau au-dessus, mais bon, ça fait toujours quelque chose à cibler, à viser plus haut. J'imagine. Je pense que ça fait partie de la logique des choses quand on est artisan, parce que je pense que effectivement, quand ça fait 2-3 ans qu'on fait ce métier, on en est encore un peu au début, on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que quand on en arrive à une dizaine d'années, on est capable de former des gens, de renvoyer en fait cette connaissance de la faire passer aux autres. Et je pense que c'est important surtout parce que c'est un métier qui est difficile d'accès actuellement, entre autres à cause de ce que je disais, parce qu'il n'y a pas des formations partout. Trouver des artisans qui veuillent bien être maîtres de stage, c'est pas simple actuellement. Moi, je le vois, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Il y a même pour des reconversions, donc il y a des gens qui cherchent des maîtres d'apprentissage et qui ont du mal à en trouver. Et puis, il faut voir aussi, entre autres, moi, dans mon domaine, dans la bijouterie, il y a de plus en plus de bijoutiers qui sont de simples revendeurs, des bijoutiers fabricants. Ça devient de plus en plus rare à trouver. Et donc, c'est un métier, comme beaucoup d'autres métiers d'art, en fait, qui risque de s'éteindre, de se perdre, certaines techniques. Et ce serait quand même vraiment dommage. Donc, moi, je pense que ça fait aussi partie du cycle de l'apprentissage et du métier. C'est aussi après de renvoyer l'ascenseur et d'enseigner à son tour. Donc je trouve que, en termes de délai, 10 ans c'est bien et effectivement ça fait partie du cycle et c'est important effectivement de donner une reconnaissance aux artisans qui font l'effort et qui se donnent les moyens de faire perdurer le métier tout simplement, quoi. Oui, pour pouvoir transmettre tout ce qui a été expérimenté, appris. Je comprends, je vois complètement. Donc ça, c'est vraiment des labels intéressants aussi pour les personnes souhaitant acheter des bijoux. Ces labels d'artisans d'art permettent au moins de voir qu'il y a une expertise déjà d'au moins 3 ans et puis que c'est des bijoux qui ont été réalisés à la main, pas juste revendus, quoi. Oui, tout à fait. Au fait, j'avais une question que j'avais oublié de te poser, c'est par rapport à ta marque. Donc, si tu pouvais juste dire le nom et puis d'où il vient en fait. Je me suis demandé d'où ça venait, La Forge d'Eos. Alors oui, mon entreprise s'appelle La Forge d'Eos. En fait, moi, quand j'ai cherché un nom, j'ai réfléchi. C'est pas simple de trouver un nom en fait. C'est très très compliqué. Donc j'ai réfléchi, j'ai envisagé d'utiliser mon nom, mais c'est vrai que mon nom est un peu particulier. Il est long. Mon nom, c'est Mélène Bousquet-Galibert. C'est mon nom de naissance, donc c'est mon nom à moi. Mais c'est un peu long, donc j'avais pensé à ça. Et en fait, je voulais trouver un moyen de faire comprendre aux gens que c'est vraiment moi qui travaillais le métal. Donc je voulais pas les bijoux d'eux, donc j'ai cherché et je me suis dit que la forge c'était vraiment pas mal parce que ça permettait vraiment de comprendre qu'il y avait ce travail du métal. J'ai réalisé par la suite quand j'ai commencé à faire des salons que la forge d'eux en général c'était les forgerons, donc c'était plutôt les couteliers. Et donc je me suis rendu compte que effectivement ça pouvait être un peu décalé. Et puis donc la deuxième partie du nom, mais en fait je me suis dit j'avais envie de trouver un nom de déesse puisque moi je suis une femme et je voulais un nom qui soit court, qui sonne bien. Donc j'ai cherché dans les noms des déesses un nom qui pouvait être sympa. Et en fait il s'avère que Eos c'est la déesse de l'aurore. Donc j'aimais beaucoup la symbolique et en fin de compte j'aime beaucoup cette dualité entre la forge, donc le côté la force, donc le côté masculin en fait de la forge, et puis Eos qui est donc une déesse, qui est la déesse de l'aurore, du renouveau, et donc je trouve que ça fait une belle ambivalence en fait. C'était un beau complément. C'est complémentaire, c'est vraiment très complémentaire, un peu comme le yin et le yang, quoi.
Un peu, et puis c'est vrai que la bijouterie, les gens voient souvent les bijoux qui vont être dans une vitrine, qui sont vraiment très jolis, qui sont polis, qui sont tout brillants, mais en fait le métier de bijoutier, c'est un métier qui est salissant et qui est dur aussi, il faut de la force. Et donc ça, c'est vrai qu'on se l'imagine pas toujours, et en même temps il y a beaucoup de femmes qui le font, donc moi je pense que ce sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui hésitent pas à mettre les mains dans le cambouis, comme on dirait, et je trouve ça un peu, enfin c'est aussi pour ça que ce nom me plaît autant, quoi. Ouais, moi merci d'en avoir parlé, parce que c'est vrai que je le voyais déjà depuis quelque temps, et puis je me demandais vraiment d'où ça pouvait venir, et c'est clair que ça, voilà. Je comprends bien cette force, la force de la forge, et puis la féminité de la déesse Théos, c'est chouette. Maintenant, j'aimerais passer sur la dernière partie de l'entretien. On va parler des pierres qui te parlent, justement. Vu que tu parlais tout à l'heure aussi, et c'est un peu le sujet de ce podcast, c'est les pierres gemmes. Donc, tu disais que voilà, tu avais cet attrait pour les bijoux en métaux et avec des pierres gemmes, et je me demandais à quand remonte cette attirance-là vers les pierres gemmes. Quand est-ce que tu as eu, je sais pas, un des premiers souvenirs de pierres en fait que tu as eu, qui a fait que après, voilà, c'est resté là. En fait, mes parents, moi j'habitais dans le sud, je suis née à Béziers en fait, donc on a habité à Agde jusqu'à ce que j'ai 13 ans à peu près. Mes parents avaient une boutique, donc ils vendaient leur artisanat, le cuir, et puis à côté de ça, ils faisaient beaucoup de reventes. C'était une autre époque. Et donc c'est vrai qu'il y avait pas vraiment d'ambiguïté là-dessus. C'était pas une époque où on trouvait tout facilement. Et donc mes parents avaient une véritable caverne d'Ali Baba. Et entre autres, ils avaient vraiment des chaussons empollenés, de l'encens, des t-shirts Iron Maiden, et des bijoux. Et donc il y avait aussi beaucoup de bijoux indiens. Et donc ma mère avait un cube qui faisait, elle appelait ça le cube, en fait c'était un meuble qui était assez haut, qui devait faire plus de 1m30 de haut en fait, et donc ça permettait d'avoir une grande vitrine. Et dedans, c'était rempli de bagues qu'elle mettait sur des trombones. Et toutes ces bagues étaient des bijoux indiens, donc des bijoux avec des pierres. Et il y en avait plein. Et puis ma mère en a toujours porté aussi. Donc voilà. Donc je pense que mes premiers souvenirs, c'est ça. Donc je devais avoir 8-10 ans, quoi. Ouais, donc là, ça, je vois, c'était très caverne d'Ali Baba, très éclectique. Et puis les pierres, oui, les pierres de bijoux indiens, c'est vrai que c'est très, comment dire, ça se laisse pas oublier, c'est quelque chose de fort. Quand on en voit, ensuite, ça reste, quoi. Ça reste dans la tête, je vous vois très bien. Enfin, moi, ça m'a fait la même chose quand je suis allé en Inde, mais voilà, c'est vrai que je comprends complètement. Oui, puis moi, c'est vraiment lié à un souvenir d'enfance en plus, tu vois. Enfin, ça fait partie de c'est ma petite Madeleine de Proust, quoi. Tu vois, c'est vraiment l'univers dans lequel j'ai grandi, en fait. Donc là, c'est depuis l'enfance, t'as ces pierres, et quelles sont les pierres vraiment avec lesquelles t'aimes particulièrement travailler? Est-ce qu'il y a des pierres qui vont vraiment t'attirer, ou pas forcément? C'est pas forcément une pierre particulière, mais voilà, ça va être d'autres raisons. Alors en fait, quand j'étais jeune, ma pierre préférée, c'était l'onyx. C'est vrai que c'est vraiment une pierre que j'ai toujours beaucoup aimée. Et quand j'ai commencé à travailler, en fait, comme je savais pas sertir, j'ai commencé par acheter des petites pierres entre guillemets, c'est-à-dire des pierres faciles à trouver, pas très chères, en me disant comme ça je vais faire des essais, je vais me faire la main. Et donc j'ai commencé par entre autres l'onyx, et puis des pierres, les pierres les plus connues, quoi, les pierres qu'on trouve facilement. Et puis j'ai commencé à rencontrer des gémologues, des lapidaires, dont toi, et j'ai commencé à découvrir plein de pierres que je connaissais pas du tout, et dont j'avais aucune idée. Donc c'est compliqué maintenant de dire quelles sont mes pierres préférées, parce qu'il y en a plein qui sont assez fantastiques. Oui. Mais c'est vrai que dans mes découvertes, mes gros coups de cœur, il y a l'agate mousse.
qui est quand même une pierre qui est complètement fascinante en fait, Oui, que j'aime énormément. Il y a la scolécite, avec, on dirait des fleurs en fait, et puis je la trouve tellement douce et tellement poétique au niveau des couleurs, qu'elle soit rose ou qu'elle soit blanche. Et puis après, une autre pierre que j'aime beaucoup, et alors là c'est un peu différent, puisqu'on est plus sur les pierres ornementales, mais ça va être le grenat. Là, dans les pierres de couleur, et le grenat, moi, c'est une pierre qui monte, enfin vraiment, je sais pas comment dire, elle fait vibrer quelque chose en moi, quoi, celle-là. C'est les couleurs, c'est les reflets. Alors, celle que je connaissais quand j'étais jeune, c'était vraiment le grenat rouge, rouge profond. Et donc, avec toi, j'ai découvert qu'il y avait plein de couleurs de grenat qui sont tout aussi fascinantes et magnifiques, en fait. Mais voilà, moi, celui que j'aime beaucoup, c'est quand même le grenat très rouge. Oui, c'est vrai que les grenats, c'est une famille incroyable. Il y a tellement de couleurs et d'ailleurs, peut-être, vu ton histoire, ça pourrait être intéressant de voir dans l'histoire, parce que le grenat est utilisé quand même depuis longtemps. C'est possible qu'il y ait des choses qui soient liées avec toi, ton histoire, peut-être, dans l'enfance, ou tout simplement dans l'histoire, des choses qui te parlent. Tu vois, si tu parles des Vikings et des fibules, moi je vois bien des grenats qui étaient utilisés à cette époque-là. Je suis pas expert en histoire, hein, mais je pense que ça doit quand même aussi indirectement, t'as dû en voir et tout ça, quoi. Moi je me disais par rapport à ces pierres-là, c'est vrai que c'est des pierres à motifs, les scolécites, les agates mousse aussi, et je me disais un peu, qu'est-ce qui fait pour toi la beauté d'une pierre? Qu'est-ce qui va t'attirer? Pas forcément sur celle-là, hein, mais d'une manière générale, qu'est-ce qui va te toucher? Est-ce que ça va être plus la couleur, le motif, je sais pas. Moi, ça va vraiment être le motif qui, en général, va effectivement me faire partie des premières choses que je vais regarder. Après, je sais qu'il y a des couleurs de pierre qui sont assez rares, et ça aussi, du coup, j'aime bien trouver des fois des pierres uniquement parce que c'est des couleurs qu'on ne trouve pas partout, et donc ça c'est pareil, ça va me faire vibrer en fait. Je sais que je disais que j'aimais beaucoup le grenat, mais c'est vrai que le rouge, par exemple, est une couleur qu'on trouve pas si facilement que ça dans les pierres ornementales, par exemple. Et c'est vrai que souvent, ça va être plutôt des couleurs qui vont être plutôt sur du orange. C'est rare qu'on ait un vrai rouge vraiment soutenu. Et donc, j'aime bien les pierres. Par exemple, dans les mocaïtes, on peut trouver du rouge. Donc ça, c'est des pierres qui vont attirer l'œil, effectivement, parce que c'est des pierres qu'on ne trouve pas facilement. Ça va être des pierres rares. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. Oui, c'est vrai que les couleurs, après, quand on rentre dans les couleurs, il y a beaucoup de couleurs magnifiques, et je comprends complètement. Le rouge, c'est très rare. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que le rubis est une des pierres les plus chères, parce que le rouge sang de rubis, c'est une couleur qu'on trouve nulle part ailleurs, en fait, dans aucune autre pierre. Pareil que le vert émeraude aussi, d'ailleurs. Oui. Pour terminer un peu sur les pierres, moi je me demande un petit peu si tu veux bien partager un peu. T'as donc un esprit quand même scientifique, d'ingénieur, et comment ça va se passer pour toi, la création d'un bijou, et surtout, en fait, ce que je veux dire par là, enfin, pas en plus de la création d'un bijou, mais aussi le choix de la pierre qui va aller avec le bijou. Est-ce que tu sais à l'avance quelle pierre tu veux, et puis t'as le dessin du bijou qui est fait, puis il te reste à mettre la pierre, ou ça va dans l'autre sens, voilà. Non, ça va dans l'autre sens. En général, je choisis une pierre parce qu'elle m'attire, elle me plaît, donc je vais me dire, tiens, là j'ai envie de travailler ça. Alors après, ça peut dépendre des périodes, ça peut dépendre des moments. Alors effectivement, la saison va jouer, je pense, parce que il y a des pierres qui vont plus nous évoquer l'hiver, d'autres l'été. Et effectivement, il y a des périodes où je vais avoir envie de travailler telle ou telle pierre à cause de ça.
Par exemple, une agate dendritique, ça va plus évoquer l'hiver, donc je sais que quand on va arriver vers l'hiver, c'est plus vers ça que je vais avoir envie de me tourner, ou une obsidienne qui va être qui va être noire avec des reflets. Et en fait, en général, ce que je fais, c'est que je choisis ma pierre et j'essaie d'imaginer ce qu'elle m'évoque. Et je construis à partir de ça. C'est-à-dire que je vais en général décider ce que je mets comme élément autour. Est-ce que je fais quelque chose de basique, c'est-à-dire juste une petite décoration, des petites perles de métal, des choses comme ça, ou est-ce que j'essaie carrément de représenter quelque chose autour de la pierre? Et en général, au niveau de l'ouverture au dos, ça peut m'arriver de faire des simples ouvertures quand je veux vraiment ouvrir une pierre au maximum à l'arrière. Ça va être pour les pierres qui sont transparentes. Mais sinon, en général, je vais représenter quelque chose. Donc c'est pareil, le motif qui va être au dos va être lié à ce que m'évoque la pierre. Ouais. Et une petite dernière question, est-ce que tu as des formes de prédilection dans les pierres? Est-ce qu'il y a des formes qui vont plus t'attirer, quelle que soit la pierre? Marquise, coussin, ou en fait c'est vraiment égal? Moi, j'aime bien les formes poires. Je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est pas figé du tout, quoi. Des fois, il y a des pierres, elles vont me faire vraiment, elles vont évoquer quelque chose chez moi, alors que ça va être des pierres rectangulaires ou carrées. Ça peut être des pierres qui n'ont pas de forme précise, des tailles, je sais plus comment on appelle ça, des tailles aléatoires, quoi. Oui, ouais. Taille libre, je crois. Taille libre, moi, je les appelle atypiques, mais bon, c'est taille libre, je crois. Voilà, donc ça dépend complètement, et des fois c'est lié au motif aussi. Je sais pas, une fois j'ai vu une pierre, je me suis dit ça, ce sera une baleine. Parce qu'elle m'évoquait une baleine, elle était bleue, donc ça peut être ce genre de choses tout simplement, quoi. Merci Mélène. Moi je suis arrivé un petit peu à la fin de mes questions. Et je te remercie pour ce moment, cet entretien, et j'aimerais terminer l'épisode par une petite recommandation comme ça. Est-ce que c'est pas forcément lié aux pierres ni à la bijouterie, mais ça peut l'être. Est-ce que tu aurais à recommander un livre ou un film que tu as lu ou vu dernièrement? Alors là, tu me poses une colle. Alors, en fait, moi, je suis très très fan de BD. Toujours pareil, parce que je suis très fan de visuels, de dessins, de choses comme ça. Je pense que ça transparaît dans mon travail d'ailleurs. Et une bande dessinée que j'aime énormément, c'est une série qui s'appelle Le jour où. Et je crois que le premier tome, c'est Le jour où elle a raté son bus. Et en fait, c'est une bande dessinée sur la façon dont on voit la vie, en fait. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui essaye qui essaye d'être heureuse, qui essaye de mettre en place plein de choses dans sa vie. Et en fait, elle rencontre quelqu'un qui va lui apprendre justement à lâcher prise et qui va lui montrer que parfois être heureux, ça passe tout simplement par le fait de laisser les choses venir à soi plutôt que d'essayer de les forcer, de les mettre en place à tout prix. Et voilà, c'est quelque chose de très, moi je trouve très poétique et très, ça c'est un côté leçon de vie, mais voilà, c'est très doux, c'est très lent, moi j'aime beaucoup. Merci, ouais, c'est chouette, tout un programme. La BD, je la connais aussi, mais voilà, c'est peut-être que des personnes connaissent pas et seront ravis de découvrir. Et puis pour finir vraiment, est-ce que tu pourrais dire comment, si des personnes souhaitent te joindre, comment te joindre? Est-ce que sur quel réseau tu es? Alors, les réseaux, moi, je suis sur Facebook et Instagram. Et donc, pour me trouver, en fait, il suffit de taper La Forge d'Eos, soit sur Facebook, soit sur Instagram, ou alors le site internet www.laforgedeos.com. Voilà. Eh merci Mélène d'avoir partagé avec nous un bout de ton univers, j'aimerais dire. Avec grand plaisir. Ouais, c'était un plaisir aussi. Cet épisode est maintenant terminé. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez simplement en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles, ça permettra d'améliorer sa visibilité.
Pour en savoir plus sur les pierres gemmes, je propose des formations 100% en ligne à suivre en autodidacte ou bien en accompagnement individuel. Ce serait comme avoir un gémologue avec vous à la maison. Ça vous dirait ? D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.